Bonjour à tous, de retour ici pour CFAC 88.3. Ici vraiment Raman, AG Animé encore une fois, toujours AG Animé. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai un invité spécial, le président de Nadeshikon. C'est un qui connaît sa convention à Québec. C'est la plus grosse convention de la ville de Québec. Là. Je crois, à part le Comic-Con de Québec est plus gros, non? Oui, bien effectivement, le Comic-Con a beaucoup plus d'invités. En termes d'animé culture japonaise, on est les plus gros dans la ville de Québec. Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté cette invitation pour vous entretenir avec CFA 88.3. Parlez-nous un peu justement de qui vous êtes et du Nadeshikon. Oui, bien, en fait, je suis Jean-Luc Servant, je suis le président depuis 2 années au Nadeshikon. Préalablement, j'étais au marketing. Je me suis impliqué dans diverses organisations, Otakuton en tant que bénévole, le Nadeshikon, le J-Animé. Donc, je connais le milieu des conventions depuis plusieurs années, environ une quinzaine d'années, où je fais du cosplay ou de l'implication bénévole, de l'implication staff, donc plusieurs types d'implications. Et là, je voulais m'impliquer dans une implication plus de gestion, un petit peu planifier la convention en général, tous les différents aspects, diriger des sectoriats, des directoriats pour pouvoir promouvoir la culture japonaise. Et à Nadeshikon, à Québec, il y avait un besoin, en fait, de renouveler l'équipe, de continuer l'équipe. C'était une équipe qui portait la convention depuis plusieurs années. Donc, j'ai décidé de m'impliquer un peu et j'y ai pris goût. Nadeshikon, c'est une plus petite convention, bien évidemment, là, quand on compare à des gros là, comme Anime North, Otakuton. On n'est vraiment pas dans les chiffres. Là. On parle plutôt d'une convention d'environ 3000 personnes. Plus intime, c'est ce que les gens apprécient, par contre, de la convention. Les gens aiment y venir. C'est ce qu'on entend comme commentaire, comme écho. C'est intime, on peut rencontrer des amis, on va dans des panels, on a le temps de parler avec les artistes, on se sent plus près des artistes, plus près du staff. Donc, pas trop étouffant. Certaines grandes conventions, entre autres aux États-Unis, les gens disent des fois on a des marées de gens. Nous, c'est plutôt l'autre côté. Oui, Anime Expo, il y a 2 ans, je crois que c'était l'année juste après la pandémie, lorsque tout a rouvert, il y a eu carrément une émeute dans Anime Expo où ils ont dû appeler les pompiers parce que les règles d'incendie n'étaient pas respectées. Là. Il y avait trop de monde sur les planchers. Et ils ont dû mettre comme des limites dures sur jusque-là on rentre et après non. Même si les gens avaient des billets, et ça a causé des problèmes évidemment. Wow. Donc j'imagine que vous, au Centre des congrès à Québec, c'est quoi la taille du Centre des congrès à Québec déjà? Là? J'imagine que vous n'avez pas des problèmes de contrôle de foule? Ah non, on pourrait aller encore jusqu'à 5, 6, 7 000 personnes confortablement. Et on ne loue pas tous les espaces. Bien évidemment, pour ceux qui sont déjà allés au Comic-Con de Québec, entre autres, les espaces qui sont loués, c'est les espaces au 4e étage. Nous, on loue l'espace au 2e étage qui fait un grand carré. Donc, on a quand même beaucoup de salles. On a une grande salle marchande. On a notre salle de spectacle qui peut accueillir 600 personnes. On a 5 salles de panel, une salle de projection, une grande salle de gaming, des salles utilitaires, entre autres, pour réparation de cosplay, etc. Donc, c'est quand même un bon espace, mais on peut faire sans s'y perdre. Donc, on a essayé une année sur 2 étages, ça plaisait pas trop aux gens. On est retourné à l'ancienne structure l'année dernière et pour cette année aussi, qui est un grand carré qui pourrait accueillir facilement 5-6 000 personnes. Donc, on espère cette année, encore une fois, aller chercher un petit peu plus de gens pour rendre le festival viable, pour vraiment rendre ça intéressant aussi. On a invité cette année un invité de prestige, un invité japonais, le groupe Mad Kid, qui ont entre autres fait l'opening pour Digimon, le plus récent Digimon, oui. et Rising of the Shield Hero. Donc Tatenu Yusha, exactement, pour les initiés. Donc, c'est un groupe, un boys band, donc 5 artistes sur scène. Donc, ça va être excitant. On est excités de les recevoir. On a d'autres invités, malheureusement, on peut pas tous les annoncer encore. J'aimerais ça vous donner une exclusivité, mais on peut pas les annoncer. Les contrats sont en cours de signature. Ils viendront au fur et à mesure, j'imagine, s'ils suivent le site du Nadeshikon. Exact. Mais en fait, alors, Nadeshikon, vous êtes dans une bonne place parce que vous avez le problème inverse. Je dirais pas le problème, vous avez un avantage qui est un inconvénient pour d'autres conventions qui ont atteint un plafond. On le connaît aussi à Otakuton à Montréal. On commence à atteindre la limite du Palais des Congrès. Oui, effectivement. On commence à atteindre les limites aussi toutes les différentes salles qu'on utilise à Anime North, qui utilisent déjà les hôtels aux alentours du centre de convention du TCC et de l'hôtel Delta. Nadesh, vous avez le problème inverse où vous avez beaucoup d'espace que vous pouvez encore exploiter. Exact. Vous avez une limite, vous avez un potentiel incroyable.
alors que d'autres sont en train de penser à soit on doit limiter, comme Anne Menon a dit, limite 36 500, on arrête de vendre des billets. Et Otakuton, qui est obligé de commencer à négocier avec les hôtels aux alentours pour essayer d'étendre les endroits, l'endroit potentiel qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut bouger les autographes dans les hôtels, des photoshoots dans les hôtels, des choses qui n'ont pas besoin d'être dans le palais des congrès. Alors, vous, pour le centre des congrès, qui est l'endroit que vous utilisez pour le Nadeshikon, quel avenir est-ce que vous octroyez? Vous parliez justement du fait qu'il y avait une année que les gens n'aimaient pas le fait d'avoir 2 étages. Mais si 2 étages, il faut. 2 étages, il faut. Oui, effectivement. On utilise, c'est dur à évaluer précisément, mais environ le quart du centre des congrès. Cette année, notre événement est simultané avec le Salon du Livre. Donc, en fait, quelqu'un qui vient va voir que tous les espaces... Excusez-moi, Stéphanie, j'aimerais ça que tu retournes avec ta mère, s'il te plaît. Elle veut-tu participer à l'entrevue? Ouais, non, s'il te plaît, Stéphanie. Non, Stéphanie, s'il te plaît, c'est pas une blague. Merci. D'accord? D'accord? Merci. Tu y vas? Elle est là. Merci. Pardon. Je pensais que vous voulez participer à l'entrevue. non. C'est bon. Moi, j'en ai fait des invités qui ont dit « Ah oui, viens t'asseoir ici. » Puis là, « Allô, comment c'est? » Oui, c'est ça. Donc, on parlait justement du centre des congrès. Oui, en fait, le centre des congrès, on occupe environ le quart du centre des congrès. On pourrait vraiment aller dans une expansion. C'est ce qu'on espère au niveau de la viabilité actuellement avec le nombre de gens qui se présentent. Ça commence à être plus complexe. On ne se le cachera pas, les coûts des conventions, comme ici, comme Janimé, des plus petites conventions, les coûts fixes continuent d'augmenter. Il faut que la participation augmente en contrepartie. Donc, on essaie avec des campagnes de marketing un peu plus agressives, plus de publicité, faire venir des artistes de prestige pour aller chercher un petit peu plus de volumétrie de gens. Plus on va avoir de gens, plus on va pouvoir grossir, aller chercher des salles supplémentaires, peut-être même monter au 4e pour un aménagement vraiment différent. Mais on a de l'espace. Cette année, on a une salle de panel de plus. L'an dernier, on était la salle de panel était au quart de tour. On a eu des occasions où le montage-démontage a pris plus de temps, ça a retardé la journée. Donc, cette année, on s'est donné un petit peu d'air avec une salle de panel supplémentaire et une salle complémentaire aussi pour la réparation cosplay plus grande pour permettre aux festivaliers aussi de pouvoir aller relaxer un petit peu pendant la convention. Moi, si je peux me permettre d'offrir mon opinion, je crois que la ville de Québec a un avantage par rapport à d'autres villes. Le fait que un des problèmes principaux auxquels qu'on rencontre tous lorsqu'on va dans une fin de semaine entière dans une convention, c'est le logement. C'est où rester. Moi, cette année, c'est la première année que moi je pense à la Nadeshikon, justement. Moi, je pense aller, j'ai acheté mes billets, là, je suis prêt à aller et tout. J'ai tout prévu. Mais si on part de Montréal, par exemple, on n'a pas besoin de prendre l'avion, on peut prendre la voiture. Là, c'est parfaitement. Il y a même des services de bus qui vont de Québec-Montréal. Et pour le logement, il y a des auberges autour dans Québec qui coûtent beaucoup moins cher que les hôtels. Exact. Et c'est pas comme si les auberges, c'était des endroits avec plein de rats et des coquerelles. Là. Non, c'est parfaitement des belles auberges, ouais, des auberges classiques comme dans les RPG, dans les isekai. Là, oui. Oui, voilà. Donc c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher que les hôtels. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose que Québec peut vraiment prendre avantage et pour faire la promotion, dire aux gens, écoutez, c'est moins cher pour vous loger pour quelques jours ici. En général, et aussi, il y a beaucoup d'endroits, on peut aller visiter autour, les chutes Montmorency, il y a le château Frontenac, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller visiter dans la Haute-Ville et la Basse-Ville. Oui. C'est une ville historique, Québec. Exact, plusieurs villes historiques, entre autres le Château Fort, la ville fortifiée de Québec, la seule ville fortifiée au-dessus du Mexique en Amérique du Nord. Donc, quand on invite aussi des invités de prestige, on leur fait faire un peu le tour de la ville parce qu'il y a plusieurs sites historiques. C'est magnifique à voir. Moi-même, je suis pas résident de Québec, je suis un résident des Laurentides et je m'implique, je suis président, comme on a mentionné, du festival à Québec. Donc, pour moi aussi, il y a un attrait, c'est beau. Puis la date aussi, puisqu'on l'a fait en avril, habituellement, historiquement, c'était vers la fin mars, début avril. C'est encore le cas cette année, du 10 au 12 avril. Ouais. Ça nous permet vraiment d'avoir des prix moins chers parce que c'est sûr que si on le ferait en haute saison, en juillet à août, ça pourrait être plus dispendieux compte tenu de la ville qui est une ville prestige quand même. Oui, mais pour moi, c'est pour ça que le timing aussi, c'est quelque chose qui correspond assez bien par rapport aux autres conventions, aux autres festivals. Par exemple, j'ai animé, c'est la raison pourquoi moi pas juste que je suis resté à Ottawa plusieurs années, donc
c'était proche pour moi, donc j'ai réussi à connaître le festival. Mais aussi, c'est le seul en hiver, en plein hiver, en janvier. Il y en a, la prochaine convention, c'est comme en février, le Fan Expo à Vancouver, qui est à l'autre bout du pays. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres à ce moment-là. Donc, j'ai animé à cet avantage-là. De même, en avril, il y a le Nadeshikon. Il n'y a pas 40 000 conventions à ce moment-là. Alors qu'une fois qu'on atteint juillet, où là, ça devient vraiment la haute saison. En août, il y a le Takoton, Anime NYC, Fan Expo, back to back. Oui, exact. Là, il y a un déferlement de conventions. C'est un temps très intense. Donc, on finit par devoir choisir. Oui, Voilà. c'est ça. Mais pourquoi nous, mars, avril, c'était des dates qui nous conviennent. C'est sûr, ça ne le cachera pas, il y a un petit risque de température en mars. C'est pour ça que cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin en avril, qui va nous offrir un petit peu plus quand même de coussins sur la température. En avril, je crois que je pourrais venir en pull ou en manteau de printemps, là, plutôt que avec mon gros manteau d'hiver, là, c'est compliqué aller partout. Là, voilà. Exact. Mais bon, parlons un peu justement de l'organisation du Nadeshikon. Organiser un événement comme ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Le Nadeshikon est opéré par la société d'animation Club Animé Québec. OBNL, oui. Oui. Donc, comment est-ce que vous procédez pour organiser un événement comme ça? Oui. En fait, c'est très gros. C'est beaucoup d'organisations. Ça semble, quand on est sur place, on se dit, ça fonctionne bien. Mais en arrière de ça, effectivement, il y a beaucoup d'organisations. Comme vous l'avez mentionné, c'est la CAC, le Club Animé Québec, qui est une organisation étudiante. Pas l'autre CAC. Pas la CAC. Quel pas nom? la CAC. C'est vrai, hein, on y repense, c'est la CAC. Le Club Animé Québec. Nommons-le en entièreté, le Club Animé Québec, donc qui est à l'Université Laval de Québec, qui, eux, notre structure, c'est une structure à 2 paliers, le CA et le CE. Le CA nomme un CE qui, eux, ont la responsabilité de former un groupe et des directeurs pour faire le festival. Donc, le CA remet dans les charges à moi, le président du CE, la gestion du festival. Nous donne un budget donné et ensuite, nous, c'est notre responsabilité au CE d'avoir des directeurs, de leur donner des échéanciers, des tâches. Donc, on a plusieurs directeurs de la salle marchande, directeur des projections, du volet technique, du défilé de mode, etc. Donc, plusieurs directeurs qui ont leur propre équipe, leur propre staff. Donc, il y a une chaîne globale. Le CE, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, au niveau du festival, on choisit tel endroit ou tel autre endroit, tel invité. Il y a un vote, c'est un processus démocratique. Je ne suis pas l'empereur du Nadeshikon, mais il y a vraiment un groupe et on vote sur plein de volets. Mais justement, vous n'êtes pas l'empereur, mais vous êtes le président. C'est quoi le rôle du président? Oui, le rôle du président, c'est un peu de reculer puis de voir ce qu'on appellerait le big picture. Donc, l'image globale, qu'est-ce qu'il nous faut, où est-ce qu'on s'en va, de nommer la ligne directrice. Bon, moi, mon objectif cette année, c'est de dépasser le 3000. Comment on peut dépasser le 3000? Quels invités? Donc, de rencontrer les différents directeurs pour dire, bon, je vais aller rencontrer le directeur des invités pour dire, as-tu un bon prospect? Je vais rencontrer tous les membres de mon organisation. Est-ce qu'on a des bonnes idées? Avez-vous un booker à nous, quelqu'un qui organise ou qui représente des artistes pour aller voir quel type d'artistes on pourrait inviter? Donc, moi, c'est de me reculer et d'orienter un peu chaque directoriat pour qu'eux se focalisent sur leur spécialité. Moi, je dirais pas à la directrice de la salle marchande, mets tes salles comme ça, mets tes tables comme ça. Là, elle a la maîtrise de sa salle. Moi, ça va être de voir à l'arrière. Est-ce qu'on a pensé tel artiste mettre telle table? Est-ce qu'on a pensé peut-être réviser un petit peu, pas l'aménagement, mais encore une fois, dans le big picture, l'organisation? Est-ce qu'on veut plus de marchands? Est-ce qu'on veut plus d'artistes? Donc, d'amener des idées. Si on regarde dans le descriptif officiel, quand l'affichage est publié, c'est de déléguer les tâches. Dans le fond, c'est vraiment d'orienter chaque direction. C'est pour ça qu'habituellement, c'est un rôle qui est occupé par quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, soit dans l'événementiel ou en gestion. Dans ma vie personnelle, je suis un gestionnaire, donc dans mon travail, disons, primaire. Donc, moi, c'est un bon fit. Donc, c'est ça. C'est de diriger un petit peu, d'envoyer aussi au vice-président certaines sous-tâches, de faire le lien direct avec le centre des congrès. Donc, tout ce qui est centre des congrès, ça passe par moi. Les différents échéanciers des centres des congrès, les grands partenaires, les grands commandites, s'il y a besoin, j'interviens aussi. Donc, le rôle du président, c'est vraiment de faire que la toile d'araignée se tienne. S'il y a une maille qui brise, d'aller pallier un petit peu, de réparer ce maille-là et d'organiser un petit peu les contacts entre chaque directeur aussi. C'est souvent sous-estimé, mais pour moi, je considère que
avoir un leadership compétent, c'est essentiel pour le succès d'une convention parce que même dans une ville qui a beaucoup de potentiel, un leadership incompétent peut faire couler une convention. De même que dans une ville auquel on ne penserait pas vraiment, une convention peut bien fonctionner, peu importe la taille qu'elle a, elle peut avoir du succès si le leadership est compétent. Par exemple, il y a beaucoup de conventions que je sais pas pourquoi ils ont coulé, mais certainement, je crois que s'il y avait des gens comme vous, par exemple, qui est capable de gérer ça comme il faut, il serait encore en vie. Par exemple, moi, je fais mes études en ce moment à Sherbrooke. Il y avait Ali Maracon avant, mais il a juste disparu. Là, donc, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent dans les villes, mais tu sais, on penserait... Et pourtant, tu sais, à Sherbrooke, moi dans l'émission que je fais, j'ai la chance beaucoup de m'entretenir avec des étudiants à Sherbrooke, c'est une ville universitaire. Et oh mon Dieu qu'il y a des otaku, oh mon Dieu qu'il y a des gamers, et il y a tellement de potentiel. S'il y avait une convention à Sherbrooke qui était bien gérée, je crois qu'il y aurait du public. En plein milieu de l'année, là, il y aurait du monde qui viendrait. Mais donc pour moi, c'est important d'avoir un leadership compétent. Pour vous, c'est quoi les aspects les plus importants dans un rôle de leadership pour qu'une convention fonctionne comme il faut? Ah, c'est une excellente question. J'aimerais par contre revenir un petit peu sur le volet leadership parce que je trouve ça important de dire effectivement c'est dommage parce qu'on perd certaines très bonnes conventions. Je pense qu'il y a 3 grands paramètres à ça. Il y a le paramètre pécunier, l'argent. Donc parfois, les coûts des salles, etc. et le niveau de gens qui se présentent permettent plus la survivabilité d'un festival. Il y a effectivement l'aspect leadership. C'est évident que si un leadership est plus faible, ça peut mener à une perte des mauvaises décisions. Puis il y a le troisième aspect, moi, que je veux dire, je suis quand même chanceux. J'arrive sur un festival qui a plusieurs années, c'est la cravate, qui a 12 ans. Donc, je pense que de suivre ce qui s'est fait avant, les échecs, les bons coups, puis de rouler sur ça, c'est un bon aspect de leadership. De voir, on ne fera pas la même chose que l'an dernier. Ça n'a pas fonctionné, ce volet-là. Donc, moi, déjà de l'an dernier, il y a plusieurs points qui nous avaient été rapportés. C'est de s'améliorer dans ça. Si on reste statu quo, c'est évident qu'éventuellement, on va frapper un mur. Puis, l'aspect qui est dommage aussi dans ça, c'est que l'algorithme, parfois, favorise pas les petites conventions. Plus c'est gros, plus ça en fait parler, plus ça amène encore plus de gens. Les petites, c'est très dur de sortir de ça. Donc, cette année, entre autres, mon équipe marketing, dirigée par la main de fer de Mérissa, fait un travail incroyable avec sa comparse Amy. Ils nous font beaucoup plus de publications, essayer de rentrer dans l'algorithme parce que c'est ce qui est difficile, briser l'algorithme. Parce que comme vous dites, il y en a plein autour de nous, des otaku, des gens passionnés. C'est d'aller les chercher. Parfois, on rencontre des gens d'autres festivals. Aujourd'hui, je suis au J-Animé, je suis allé à l'Otakuton, je suis allé au Ougou. Donc, on rencontre plein de gens. Ils nous disent « je savais même pas que ça existait. Ça fait toujours 12 ans que ça existe. Donc, c'est un événement qui est récurrent. Mais les gens, parfois, on n'entend pas parler. On entend les gros, là, les Animé Nord, les Otakuton, puis c'est correct. C'est des excellents festivals. Mais les petites, c'est difficile de s'en sortir. Donc, un des aspects du leadership, c'est de trouver une façon de faire sortir ça. Et aujourd'hui, on se rend compte, pour moi, ça, c'est un peu le leadership. D'aller voir, on va aller voir Radio-Canada. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada dans le passé. On va aller voir les gens. On va à la rencontre. Moi, je suis à la rencontre de gens tout le week-end et de démontrer, on est là, on existe. On veut participer, on veut faire des collaborations transversales. Ça, pour moi, le mandat le plus important pour le président, je crois, c'est de faire ce qu'on appellerait du PR, là, de la représentativité, d'être là, d'être présent, d'aller parler aux gens. Parlons un peu d'enjeux qui différencient une convention plus petite versus une convention plus grosse. Évidemment, il y a comme des ordres de magnitude, des ordres de grandeur très différentes. Pour le Nadeshikon, par exemple, versus l'Otakuton, versus le Comic-Con de Montréal, par exemple, qui est beaucoup, beaucoup plus gros, même encore. Il y a quelque chose que je trouve que souvent, ceux qui opèrent des conventions plus petites, il y a comme une espèce de péché auquel ils se laissent aller. C'est, on est une petite convention, mais on veut être plus gros. On a 4000 personnes, mais on veut être le Comic-Con de Montréal, on veut être le Otakuton comme à Montréal. Alors que c'est pas la même taille de la ville, c'est pas le même marché, c'est pas la même chose. C'est ça que je veux dire. Donc, pour vous, quels sont certains aspects uniques à organiser une convention plus petite comme le Nadeshikon? On parle objectivement ici, là, versus que des conventions plus grosses ont ou n'ont pas à faire face. Oui, mais au niveau de la structure, c'est évident. Plus petite structure, donc plusieurs tâches diversifiées. Quand on prend une grande organisation qui a plusieurs directoriats, plusieurs sous-directoriats, beaucoup de staff, beaucoup de bénévoles, les petites conventions, c'est difficile d'aller chercher des bénévoles.
d'aller chercher du staff, parfois du staff avec expertise. On est des gens passionnés, c'est tenu par des gens passionnés. Et heureusement que les gens sont passionnés parce que parfois, ils n'ont pas le bagage professionnel ou même le bagage humain qui leur permettrait d'occuper ce poste-là. Ils l'occupent avec brio parce que c'est plus petit, parce que ça leur permet de développer certains soft skills, certaines aptitudes et de venir en maîtrise de leur salle, entre autres, de leur niche, et finalement deviennent meilleurs que s'ils avaient eu une expertise préalable parce qu'ils se sont développés dans cette organisation-là. Donc, les plus petites nous permettent parfois ça, mais l'enjeu qu'on a en contrepartie, c'est qu'il y a plus de tâches. Donc, souvent, c'est vraiment... on s'occupe de tâches qu'on pourrait déléguer sur papier dans une grande organisation, mais là, on est toujours la première ligne et ça bouge beaucoup. Donc, c'est des organisations qui, souvent, c'est des jeunes qui les amènent, qui les tirent vers le haut. Et donc, faut souvent recommencer à zéro. Donc, des grandes organisations qui ont des lignes de directrices bien établies, parfois, il y a un canevas de base, on est capable de suivre. Les petites, on recommence à zéro. On tente de se faire des documents de support, mais c'est pas facile, les gens changent. Les organisations avec qui on partage sont plus petites, donc souvent, eux aussi ont un risque de fermer. Donc, sans nommer de nom, cette année, il y a plusieurs partenaires qui ne pouvaient pas continuer avec nous parce qu'on est trop petits. Donc, eux-mêmes nous disent, on peut pas cette année faire le contrat avec vous. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. Donc, on doit faire affaire avec de plus petites boîtes. Et eux, parfois, les plus petites boîtes ferment après 1, 2 ans, 3 ans. On espère toujours se développer avec eux, mais c'est ce qui bouge. Donc, c'est toujours à recommencer à zéro. Est-ce que c'est quelque chose, un sorte de sac vicieux où on a des partenaires qui lâchent parce que la convention devient trop petite, elle devient encore plus petite parce que les partenaires lâchent et ça continue comme ça? Ça peut aller comme ça. C'est ce qui fait peur toujours. C'est ce qui plane sur toutes les petites conventions pour avoir parlé à plusieurs présidents, vice-présidents, directeurs d'organisation. C'est ce qui plane toujours. Puis comme je vous dis, il y a un cercle où on tombe pas dans l'algorithme. Donc, parfois, les gens savent pas qu'on existe. Ça diminue. On a moins d'argent pour les invités. Les frais fixes continuent d'augmenter. Donc, on se retrouve, cette convention-là a moins d'invités ou moins d'invités de prestige. J'irai pas. Donc, ironiquement, on peut pas avoir d'invités de prestige parce qu'on en a moins, mais pendant ce temps-là, les salles, leur prix reste au même prix ou, voire augmente les besoins techniques. Le post-pandémie, on le voit, là, tout a augmenté, incluant les besoins techniques, les besoins de salles, etc. Donc, si tout augmente et que parallèlement, on n'a pas les gens qui viennent, c'est effectivement un cercle vicieux, comme vous dites. Est-ce que c'est quelque chose auquel l'Andeshikon a souffert justement de ce dont vous parlez? Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'après la pandémie, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste après la pandémie, mais plutôt pendant la pandémie, et ça a vraiment pris de l'essor après la pandémie. La pandémie a commencé les choses ont commencé à rouvrir, parce que là, soudainement, il y a eu plein d'événements en personne qui ont commencé à accepter des publics en limité, etc. Mm-hmm. Et le premier événement où moi j'ai assisté en personne, c'est le Fan Expo à Toronto en 2021. Et j'ai réalisé par la suite, dans l'année subséquente, 2021, 2022, 2023, qu'au fur et à mesure qu'il y a eu un vrai engouement post-pandémie pour que les gens reviennent en présentiel. Et plein de gens qui étaient jamais venus, jamais allés, commençaient à assister à des conventions parce que ça leur manquait. Mm-hmm. Être confiné, finalement, tu sais, c'est drôle parce que j'avais fait la blague avec Mathieu puis Vince du Nadeshiko Club, mais Richard Martineau, il avait écrit un article sur les otaku pour comme un article satirique pour rire d'eux, pour dire que, tu sais, nous, les otaku, tu sais, on est des gens enfermés chez nous, on n'a pas de vie, etc. Alors que, tu sais, j'ai réalisé quand les conventions ont rouvert que les otaku, ça leur manquait, tu sais, de rencontrer des gens aussi. Et il y a eu un vrai engouement. Est-ce qu'à Nadeshikon, il y a eu un effet similaire? Oui, un grand engouement. En fait, c'est l'année où on a eu le plus de gens. Donc, on a senti, là, même dans les préventes, tabarouette, le chiffre est bon parce que, bien évidemment, nous aussi, pendant la pandémie, on n'a pas tenu de festival, même pas en format réduit. On a tenu des festivals en ligne, une année en ligne. Donc, par la suite, on a vraiment senti l'engouement quand le festival a été annoncé. Parce qu'il y a eu une année où il y a eu un manque de bénévoles, là, ça a été plus complexe. Mais au retour pandémique, là, vraiment, on a senti le boom. Et les gens, comme vous dites, voulaient se rencontrer. Ils voulaient être là, ils voulaient aller voir de l'événement otaku, de l'événement geek. Donc, je pense que tous les festivals ont eu ce petit boom-là. Suite à ça, je veux pas dire plus complexe, mais disons plus stable. Donc, nous, c'est sûr que ce qu'on vit, c'est une augmentation. Sans toutefois tomber, encore une fois, dans le trop gros. Parce que ce qui revient, encore une fois, c'est intime, c'est le fun, on rencontre des gens, c'est plus petit. On voudrait pas perdre cette essence-là. Donc, à un moment donné, il va y avoir un choix logistique à faire. Peut-être changer d'emplacement, peut-être diminuer le nombre de salles ou volontairement restreindre le nombre de salles.
pour garder l'ambiance petite quand on aura atteint un palier agréable. Mais là, on tombe dans il faut toujours augmenter un peu parce que les prix des salles vont augmenter ou augmenter le prix des billets. Puis nous, c'est quelque chose sur lequel on a planché longtemps. Le prix des billets à notre festival a resté bas. Puis on veut que ça reste bas. Puis on inclut tous les billets des spectacles. Nous, c'est important. Mais à un moment donné, il va peut-être avoir une décision d'affaires un jour à prendre, dire est-ce qu'on charge des spectacles payants, est-ce qu'on charge des événements premium, etc. Là, actuellement, vous venez à notre festival, le prix du billet inclut tout. Tout. Et on a augmenté de 5 $ par rapport à l'an dernier. Et quand on achetait en précommande, on était quand même en bas du 50 $ pour les 3 jours, incluant toutes les activités. Oui, j'ai acheté à 45 $, je crois, pour les 3 jours, là, parce que j'ai acheté en précommande. Là, genre Oui. le premier truc qui est sorti, là, j'ai cliqué. Donc, mais justement, par rapport au spectacle puis aux invités spéciaux que vous avez, le centre des congrès, à certains moments, pour inspecter un spectacle comme Mad Kid atteint une certaine limite pour l'espace qu'il y a pour le spectacle, il va falloir aller chercher un autre endroit pour faire le spectacle parce qu'il y aura simplement pas assez de place. Donc, en avril, s'il pleut pas dehors, là, c'est quand même possible de faire quelque chose à l'extérieur, dehors, comme le festival de jazz à Montréal, là, comme on l'a. Qu'est-ce que vous avez envisagé en ce moment pour des gros concerts ou des gros spectacles potentiellement pour cette année ou pour l'avenir, si vous avez encore des invités comme Mad Kid ou si dans l'avenir, on ne sait pas, peut-être YOASOBI, hein? Peut-être. Voilà. Cette année, notre salle peut avoir environ, comme je disais, 400, 500, 600 personnes selon les aménagements. Puis on peut avoir un peu de gens debout. Donc c'est sûr qu'éventuellement, si on invite, comme cette année, on a peur que la salle soit pleine, puis qu'on doive retourner des gens à la porte, ça serait dommage. Et effectivement, on regarde les autres options. Les salles au 4e étage, pour ça, un peu plus tôt, je vous parlais des emplacements dans le centre de congrès, pouvaient nous offrir des salles avec beaucoup plus d'espace. L'option du dehors n'a pas encore été inclue. On avait fait à la blague sur un bateau, mais ça, je vous l'ai dit, on l'avait fait en poisson d'avril. Donc, tous ceux qui pensent que la déchiquon sur un bateau va arriver, ça n'arrivera pas. Encore, oui, c'est très important parce qu'il ne faut pas dire jamais. Donc, pour l'instant, on regarde. Là, nos salles nous conviennent. Habituellement, sur nos événements principaux, on est à 1-2 rangées d'être plein. Donc, effectivement, on approche du point névralgique et on n'a pas avec Mad Kid cette année que la salle soit comble. Ça serait dommage. C'est sûr qu'on voudrait des gens debout un peu, essayer de rentrer tout le monde. Notre intérêt, c'est de satisfaire toute la clientèle. Si on remplit notre salle et qu'on doit refuser des gens à la porte, c'est sûr que l'an prochain, il va falloir vraiment considérer louer les salles au 4e pour avoir une plus grande salle de spectacle. Ou encore aller chercher dans notre salle marchande et notre salle marchande la mettre à un autre endroit pour aller chercher elle aussi beaucoup d'espace, parce qu'on a quand même une grande salle marchande. Là. Un autre enjeu dont les festivals souffrent souvent, surtout les festivals qui sont orientés vers les fans, parce que c'est là où on voit la différence entre, par exemple, et ça c'est quelque chose d'objectif, là, je trouve, entre Comic-Con et Otakuton, par exemple, ou Comic-Con et Nashikon, c'est que Otakuton, ça demeure encore, même à sa taille actuelle, qui est la plus grosse convention animée au Canada, avec presque 40 000 de public sur 3 jours, demeure quand même une convention orientée pour les fans, sur les fans. Donc, du contenu fait par les fans, pour les fans, etc. Alors que Fan Expo et Comic-Con, qui sont excellents d'ailleurs, là, que des événements qui sont très, très bons à leur propre raison, eux sont plus orientés vers l'industrie et des grands noms, comme des célébrités, des VIP. Et quelque chose qui fait souvent peur à certains festivaliers, c'est justement le fait que l'appât du gain fait en sorte que même les conventions qui, au départ, commencent par qui ont commencé centrées sur des fans, vont éventuellement devenir centrées sur l'industrie et des célébrités parce que faut faire de l'argent. Il faut aller chercher de l'argent, il faut aller chercher des partenaires, des commanditaires, etc. C'est sûr qu'un commanditaire, par exemple, je vais aller au Fan Expo le mois prochain en février. C'est sûr que si un partenaire comme Tilly Bank ou etc., eux, ils voient que Elijah Wood, l'acteur de Frodo dans Lord of the Rings, lui, c'est lui qui vient inviter. Oui, c'est lui qui vient comparé à un mangaka qui est certainement qui peut être très bon, mais quelqu'un moins connu ou un fan qui fait du contenu, etc. C'est sûr que ça va aller chercher plus les commanditaires. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre, d'essayer de garder cet équilibre entre, oui, aller chercher de l'argent, mais qu'une convention qui soit pour les fans reste quand même concentrée sur les fans? Ça a été un point de bord quand je suis arrivé dans l'organisation, justement, à me dire,
c'est quoi la tangente? Est-ce qu'on reste pour les fans, on charge, comme on parlait tantôt des billets, est-ce qu'on ne met pas d'événements premium, mais on va chercher les invités plus de prestige? Est-ce qu'on devient une convention plus de prestige, aller chercher des directeurs prestigieux, des gens de l'industrie, ou on reste pour les fans, parce que c'est plus petit, actuellement, ce qui a été décidé, puis pour cette année et l'année dernière, c'est vraiment par les fans pour les fans. C'est tenu par des fans, c'est des fans qui l'organisent, c'est des fans qui le font. On invite Mad Kid pour nous faire plaisir, mais on ne se prive pas d'autre chose parce qu'on voudrait inviter juste du prestige pour faire grandir le nom. On aimerait sur papier que rien coûte rien et que les prix n'augmentent pas. Donc, mais la ligne est mince. C'est une excellente question parce que la ligne est mince en passer du côté industrie et fan et on a du plaisir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir du plaisir avec l'industrie, mais effectivement, on le sent que dans d'autres événements, on sent plus le prestige. Il faut aller chercher des invités de renom pour avoir des commandites de renom, pour aller chercher. Puis c'est un cercle de. On reste, on se tient au-dessus de la mêlée un peu. On n'a pas cette vibe-là actuellement. Parce que vous savez mieux que moi, certainement, mais moi, j'ai assisté à plusieurs festivals à travers les années, plusieurs conventions, et il y a du moyen de faire du cash. Il y a évidemment les billets VIP qu'on peut vendre, des billets premium pour du contenu supplémentaire ou ou qui offrent des meet and greet 1 à 1 avec des invités VIP, les autographes payants, que moi, une pratique que je discute à peu près le fait que, tu sais, parfois, tu sais, ça peut être raisonnable, comme, tu sais, pour moi, 15-20 $ pour une photo dédicacée versus, bon, je comprends que, tu sais, c'est quand même un nom comme, wow, tu sais, mais Fan Expo 2021, il y a eu William Shatner qui était l'invité numéro 1, là. C'est 100 $ pour une photo dédicacée Captain Kirk de William Shatner. Et pour moi, ça c'était exagéré un peu là. Même si c'est moi, j'adore William Shatner. Pas juste moi. Ma mère, quand elle a entendu que William Shatner était à Fan Expo là, elle était comme wow, parce que William Shatner c'est son enfance à elle. C'est Star Trek, c'est son enfance à elle. Les Comic-Con et les autres principes comme ça, c'est vraiment un modèle d'affaires. On le sait, c'est vraiment une culture nord-américaine. L'an dernier, on avait invité Laura Smith, qui était la voix de Rosalina, entre autres, la voix de Noël dans Genshin Impact, plusieurs rôles dans les séries américaines. Donc, c'est quelqu'un qu'on avait invité. Et le modèle d'affaires, eux, quand on les a contactés, c'était ce modèle-là. Nous dire, on facture tant de la signature. J'ai dit, nous, on fonctionne pas vraiment comme ça dans un festival comme ça. Donc, j'ai senti effectivement le clash. Donc, nous, on l'a plutôt de dire, actuellement, c'est comment fonctionner. Ils ont un frais fixe minimum. Donc, nous, on va vous payer ce frais fixe minimum-là en appearance fee, en frais de prestation, d'être sur place. Donc, le modèle est très différent, qui fait que c'est très dispendieux d'aller chercher ces artistes-là, d'aller chercher ces têtes d'affiches-là, parce qu'ils nous chargent un frais dans l'espoir qu'il y aurait le même nombre d'argent fait par des autographes. Donc, c'est difficile comme d'être à l'envers de ce business style-là, de ce processus d'affaires-là, parce que en Nord-Amérique, et là, on le voit en Europe et même au Japon, commence à se diriger vers ce style-là. Oui, et pour moi, c'est quelque chose que, bon, on peut aimer ou pas, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive avec le temps, au fur et à mesure que, justement, on atteint un plafond où on est comme dans le pire espace où, tu sais, on veut que ça reste un truc pour les fans, mais tu sais, c'est devenu trop gros, mais en même temps, c'est devenu trop gros, donc on a besoin de plus d'espace, on n'a pas assez d'argent pour avoir plus d'espace. Donc, c'est un peu, on est comme coincé, et là, on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus. Alors là, tu sais, on fait un Comic-Con ou un Fan Expo où on va aller chercher des célébrités qui vont charger, tu sais, 100-120 $ l'autographe et faire de l'argent avec ça. Mais l'affaire, c'est que au final, pour la convention, le rendement, il est là. Il n'inviterait pas ces célébrités, il ne les laisserait pas charger 100 $ l'autographe si les fans payaient pas 100 $ l'autographe et si les conventions faisaient pas de l'argent à côté. Donc, exactement. Et donc, de votre bord, en tant que quelqu'un qui vient justement du monde de la gestion, qui vient de ce monde-là et qui est président d'une convention, comment est-ce que vous voyez justement ce modèle d'affaires-là? C'est un bon modèle sur papier. En toute transparence, c'est pas un modèle que j'apprécie. Okay. Parce qu'en fait, c'est faire porter le fardeau de la convention, dans un certain sens, aux usagers. C'est un bon modèle d'affaires parce que c'est utilisateur-payeur, mais moi, j'aime moins. J'aime arriver à un endroit, payer un montant fixe et avoir accès à tout. Là, on paye un montant et après ça, on repaye.
Mais c'est vrai qu'on peut choisir d'aller voir juste William Shatner. On peut choisir d'aller voir juste un Elijah Wood. On peut choisir ce qu'on veut aller voir. Mais on voit la différence dans une convention d'animé ou une convention culture japonaise comparativement aux autres modèles d'affaires. C'est que les gens sont là les 3 jours. Oui. Donc, la plupart du temps, dans nos événements, les événements de culture japonaise, sont là les 3 jours parce qu'il y a des activités les 3 jours, parce que c'est des activités différentes. Puis les gens, c'est beaucoup plus communauté, on dirait. Donc, le modèle d'affaires vient avec un public différent. Je crois qu'il y a un hybride à faire. Puis on le voit à Otakuton, pour ne pas les nommer encore, mais je pense qu'ils ont atteint le niveau hybride. Donc, les spectacles sont payants, sont faits à la place des arts, complètement à part, dans une autre salle, plus adaptée aussi. Non, ça c'est nouveau, c'est parce qu'il n'y a plus de place devant les congrès. Oui, il n'y a plus de place, puis je pense que c'est des salles aussi plus adaptées en termes de son, en termes de green room, de loge, etc. Donc, je pense que c'est le modèle idéal, l'entre-deux, sans faire payer tout, de faire payer certains services. Et naturellement, il va falloir qu'on se dirige vers là éventuellement si on veut assurer la viabilité du festival. Parce que, comme vous dites, c'est un cercle. Donc, si j'ai pas d'argent pour inviter mes artistes, je pourrais pas inviter des artistes pour faire charger. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre cette décision-là. Nos artistes coûtent aussi, eux aussi, veulent que ce soit rentable pour eux. Donc, il va peut-être falloir un jour refiler un petit peu la facture aux usagers. Ce qui est dommage, parce que dans un monde idéal, moi, ça serait un montant fixe. On paye, on rentre, on a accès à tout. Mais à un moment donné, les frais fixes continuent d'augmenter. Donc, c'est un bon modèle d'affaires. Mais j'apprécierais qu'il n'existe pas, mais il est 100% viable et comprenable dans la situation économique actuelle. Parlons un peu de l'industrie. Donc, on a parlé justement, je parlais des acteurs Elijah Wood, William Shatner, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect du fait que l'industrie a une présence dans ces événements-là et veut avoir une présence dans ces événements-là pour pouvoir promouvoir leurs produits, etc. Vous collaborez avec quel partenaire au Nadeshikon en général, en fait, cette année, qui sont restés, ceux qui sont restés, en fait, là, vous disiez qu'il y en a qui avaient quitté le bateau, mais qui sont les plus gros qui sont restés avec vous? Actuellement, cette année, c'est la première année qu'on fait affaire avec un groupe partenaire qui a fait affaire avec d'autres conventions, G-Nord Rock Promotion, donc qui sont un organisme basé à Toronto, qui, eux, agissent en tant qu'intermédiaires entre des artistes japonais et nous. Donc, eux assurent un service clé en main. Ils s'occupent de nos invités, vont les chercher à l'aéroport, assurent des services d'interprètes, de sécurité, de photographes, etc. Nous, on les accompagne dans ça, on est des partenaires. Donc, c'est notre gros partenaire cette année parce que d'aller chercher un invité de prestige comme ça, logistiquement, pour une petite convention, c'est complexe. Et historiquement, avec les années, souvent, on a eu Iranayo, on a eu Nana Kitade. Ben, ces gens-là, ça s'est fait, j'ai un contact, un ami d'un ami d'un ami. Et là, à un moment donné, ces contacts-là, on est à bout de ça, on n'avait plus. Donc, il a fallu s'associer à une grosse organisation comme ça qui va nous permettre de pouvoir avoir il y a une expertise définitivement qu'on n'a pas dans ce style. Sinon, je m'imagine, c'est pas facile d'aller chercher un invité à l'autre bout du monde. Ça demande des efforts considérables. Exact. Il y a eu Twin Cosplay, un invité cosplay de prestige aussi dans les années précédentes qui était venu du Mexique. Là, on voit les billets logistiquement, problème d'avion, etc. Ça peut arriver vite. Donc, on n'a pas une assez grande équipe, une assez grande expertise pour vraiment s'assurer du confort de A à Z d'un artiste de ce calibre-là. On peut pallier. On le fait, entre autres, comme je vous dis, avec Laura Faye Smith, avec les artistes dans le passé. Mais si on veut aller plus loin, il va vraiment falloir s'associer à ce type de grande organisation, là, de promotion ou de label qui vont nous accompagner dans ça, c'est évident. Donc, cette année, pour le Nadeshikon, quelles sont vos attentes et quel avenir est-ce que vous voyez pour cette convention? Nos attentes, ça serait de dépasser notre chiffre de l'an dernier. Donc, de dépasser le 3000. C'est l'objectif principal. Oui, d'atteindre le 3500, 4000 personnes. Si vous venez au Nadeshikon, ben, je pense que vous avez mentionné que vous allez. Je viens déjà, là, j'ai acheté mes billets. Là, ben, tous ceux qui viendraient vont me voir. Je suis toujours là sur le plancher, je me promène de gauche à droite et je veux voir des sourires. Et quand je vois pas des sourires, je vais poser des questions. Donc, mon objectif, un des objectifs principaux, c'est ça. Il faut que les gens sortent du festival en se disant c'était le fun, ce festival-là. On aime ça, on aime ça y aller. C'est le fun, les gens se rencontrent, le staff est souriant, le staff veut qu'on soit là, nous aide, nous accompagne, nous dirige. Donc, moi, c'est mes deux objectifs principaux. D'aller chercher plus de gens et d'aller chercher plus de gens avec des sourires. Ça peut sembler un peu... ça sonne drôle de dire comme ça, voire
un peu fleur de rose, là, mais c'est vraiment, c'est sincère. Moi, je veux que les gens soient contents. Après cette convention-là, ils veulent revenir pour cette belle communauté-là. Et l'avenir, on se dirige, Dans le moyen à long terme, là, disons. oui, ça serait de continuer de grandir, mais là, je vais dire une phrase qui est vraiment spéciale, qui est un peu anti-capitaliste ou anti-expansionniste. Je veux que ça grandisse, mais de façon naturelle et organique. J'aimerais pas cette année avoir 3000 personnes de plus. Mathématiquement, dans les poches, ça serait intéressant, mais je pense pas qu'une explosion comme ça est bonne pour une organisation. Moi, je veux que ça augmente de façon organique, que les gens apprennent à découvrir cette convention-là. Peu à peu, on a une augmentation là, ça qui se fait bien. Parce que je ne sais pas si cette année, je serais capable d'offrir une belle expérience si j'avais 2-3 000 personnes de plus. Dans les coffres, c'est sûr que c'est intéressant. Mais l'expérience usagée, pour moi, est... Ça tire aussi les commanditaires. Oui, c'est ça. Mais il faut que ça se fasse de façon vraiment là, fluide. Idéalement, ça serait une augmentation de 10-15% par année. Et parce que l'organisation doit grandir aussi avec ça. 10-15%, qu'on ait 10-15% de bénévoles de plus, 10-15% de staff de plus, 10-15% d'organisation de plus. Donc, si on a une augmentation par pic, c'est plus difficile. Et on le voit dans la plupart des conventions, ils ont quand même eu une belle augmentation fluide. Quand il y a eu un frappe, des fois, ça a eu l'effet inverse. On a eu une grande augmentation suivie d'une diminution. L'événement n'est pas capable de tenir le rythme. Donc, moi, c'est ce que je vise. Donc, c'est de travailler, c'est de trouver le sweet spot, l'endroit où on va pouvoir attirer plus de gens, mais sans exploser non plus. Vous ne nous verrez pas mettre sur les autobus, sur les billboards, sur les métros, etc. Mais vous allez nous voir faire plus de promotion. Et avant de clore l'entrevue, quelques questions personnelles pour penser un peu sur vous, qui vous êtes, Jean-Luc. D'abord, vous êtes un père de famille. Vous avez une femme et une fille qui sont ici avec vous au festival. Oui, exact. J'en ai parlé avec deux invités avant, comme je vous avais dit, Vince et Mathieu, là, qui parlaient de Pierre Courtemanche, le chef de file du Nadeshiko Club, là, qui lui aussi a une famille otaku. Et déjà, le mot famille otaku, certains pensent que c'est un oxymoron. Oui, exact. Parce que, tu sais, les gens pensent que, tu sais, les otaku, c'est la fameuse blague de quelqu'un qui avait écrit. Il a dit, malheureusement, tu sais, j'ai perdu ma virginité, je peux plus être fan de Sonic. Au revoir. Tu sais, quitter le fandom de Sonic parce qu'il a perdu sa virginité. Donc, tu sais, certains ont cette vision-là de l'otaku. Mais vous, comment est-ce que vous voyez le fait d'être une famille otaku? Oui, mais moi, je ne vais pas dire que j'ai grandi en étant otaku, en ce sens que j'ai toujours été fan de manga, anime, etc. Mais ma conjointe, elle va à des conventions depuis qu'elle a, je crois, 12 ans. Donc, elle en a vécu. Ma fille a 6 ans cette année. C'est sa première convention que j'ai animée. Donc, d'essayer de l'initier à ça. Comme je vous dis, on a fait pas mal de costumes ensemble, de cosplay. On en faisait chaque jour, des avant-midi, des après-midi. Là, on fait moins de costumes. On voit que ça change en famille. Donc, ça devient plus une activité familiale. Puis ça, c'est quand même important de le dire. C'est une activité familiale, souvent, les conventions. Il y a un aspect qui n'est pas pour tous. Il y a un aspect, il y a des volets qui sont plus adultes. Mais il y a des volets plus familiales aussi. On découvre, puis ça touche beaucoup la culture geek, la culture japonaise. Pour moi, tu sais, d'être père de famille, otaku qui aime les animes, les mangas, etc., je le montre à ma fille, le contenu approprié, bien évidemment. Je la laisse faire son idée, puis découvrir ça en famille. C'est vraiment intéressant. Sa première année, son premier cosplay, pour nous, c'était important de lui faire découvrir ça qu'on fait depuis moi, 14 ans, ma conjointe depuis une vingtaine d'années. Je crois que j'ai animé, c'est un bon endroit pour l'initier. Parce que c'est pas une convention comme Otakuto où on peut pas marcher le samedi. On est le samedi ici. Le fait que je peux vous faire une entrevue avec vous ici comme ça, ce serait un miracle à Otakuto. Ce serait pas possible. On devrait prendre une salle dans un coin quelque part là, fermée à double tour là, sinon ce serait pas simplement pas possible. Le public est juste trop gros. Finalement, dernière question, vous êtes le président d'une convention animée. Donc j'imagine vous regardez des animés. Quels sont vos animés préférés et qu'est-ce que vous regardez en ce moment? En ce moment, on regarde beaucoup de choses. On regarde, le Free Ren vient de recommencer. Ben oui, saison 2. On regardait Spy Family récemment. On regardait... je suis pas très bon en japonais, donc on écoute environ 6 animés par saison. Les noms, des fois, il y a des animés que j'ai complètement oubliés dans le passé. Il y a des animés, bien évidemment, on a écouté les gros animés, là, les Naruto, les Dragon Ball, le Saumon. Les Shonen. Oui, exactement. Les Kimetsu no Yaiba, etc. Mais on écoute beaucoup d'animés de sport,
de Slice of Life. On écoute plusieurs animés, environ, comme je vous dis, 6 par saison. Mais là, on dirait que j'ai un blanc sur ce qu'on a écouté, même pas avant hier. Mais je sais que là, on est pas mal dans Freehan, entre autres. Bon, moi, je suis plus ce binger, là. Moi, j'aime écouter mes animés d'une shot et maintenant, puisque les saisons sortent en 12 épisodes, là, des cours de 12-13 épisodes, je m'assois puis je les écoute en une journée, là. Hop, 4 heures, je m'assois, je mets mon truc et je suis parti pour 4 heures. Pas de soucis. Notre petit péché mignon, c'est Golden Kamuy, actuellement. Ah, C'est un Golden animé, Kamuy. Excellent. C'est amusant, là. On peut pas écouter cet animé-là et pas être amusé. Puis ça prouve à quel point c'est diversifié. Oui, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, ouais. Vous avez dit que c'est une convention animée, mais oui, c'est une convention animée, mais culture japonaise générale, on a du traditionnel, mais du pop, mais le pop, il y en a vraiment effectivement pour tout le monde. C'est pour ça que les gens qui se diraient aujourd'hui, les animés, les mangas, c'est pour les enfants, ouvrez votre télévision, vous allez trouver que c'est pas juste pour les enfants. Ouais, moi je crois qu'il faut aussi comme différencier, tu sais, la culture japonaise, la culture otaku, parce que même les otaku au Japon, tu sais, les otaku hardcore, ils sont vus bizarrement. Tu sais, c'est pas vrai que tous les Japonais, tu sais, c'est du monde qui sortent avec genre 3 boîtes de Gundam là, c'est un peu le cliché, les stéréotypiques qu'on a. Donc tu sais, il faut quand même faire les différences parce que tu sais, c'est pas la même chose. Hein, comme il y a des festivals particuliers pour la culture japonaise là. Je sais qu'à Montréal, il y a l'association culture le centre culturel japonais qui à chaque année font un événement de Matsuri avec en collaboration avec l'Otakuton. Souvent, c'est fait en même temps que, tu sais, après l'Otakuton, le staff, on fait comme un debrief ensemble, là, on fait comme un dîner, puis on fait l'événement au centre culturel japonais. Donc, tu sais, on a des liens étroits, mais c'est pas comme 100%, tu sais, pas à 100%. Moi, en termes d'animé, j'ai écouté à travers les années, tu sais, beaucoup d'isekai parce qu'on a eu énormément. La phrase isekai, le 10 ans ouais. isekai. Oui, carrément, ouais. Et pourtant, moi, j'étais content de voir qu'il y avait des Freiren et des séries plus fantasy, style classique, désolé, qui ressortaient récemment. Parce que moi aussi, ça me commençait à me lasser les isekai, là. Surtout que la qualité baissait à chaque année. On avait moins en moins de bons isekai. Il y en a encore des bons qui sortent, là. Mais on voit que la qualité, ça commençait à baisser un peu. En ce moment, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de bons, des bons seinen, des bons, ben, tu sais, Jujutsu Kaisen, c'est toujours bon. Puis, tu sais, en termes de manga, il faut toujours aller voir qu'est-ce qu'il y a comme manga qui sort parce qu'on sait jamais c'est quoi la prochaine adaptation. Oui, il y a du bon contenu. Il y a toujours du bon contenu, ouais. Moi, tu sais, en ce moment, tu sais, moi, je travaille dans le contenu de nuit à l'Otakuton, donc, tu sais, tout ce qui est 18 ans et plus, les mangas de ce genre, il y en a des tellement bons, là, qu'on peut trouver partout. Donc, il y en a beaucoup que je recommanderais. Mais pour Nadeshiko, ça, ma dernière question, on revient un peu à Nadeshiko. Moi, un truc qui m'a attiré vers Otakuton, pourquoi j'ai rejoint le staff, c'est grâce à Jean-Philippe Cyr, qui était mon premier invité sur mon émission, qui est le directeur de programmation de nuit à Otakuton. Donc, tout ce qui est hentai, tout ce qui est gore, ce genre de série-là. Et j'en avais parlé avec Mérissa et Alexandrine quand je les avais vus, qui font partie du CE de Nadesh, pour potentiellement faire du contenu de ce genre, offrir du contenu de ce genre à Nadeshikon. J'avais parlé avec eux. Vous voyez ça comment, ce genre de contenu, et quelle place est-ce que ça a dans une convention? Ben, comme on a mentionné, je pense que tout ce qui est culture japonaise, c'est un spectre très grand. Ça inclut les shibari. Puis d'isoler un spectre, nous, on a des événements traditionnels, tradition, cérémonie de thé, d'écriture. Donc, on a du traditionnel, mais on a du pop aussi. Puis d'exclure d'une volet pop, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. Puis un de nos partenaires dans les 2 dernières années, c'est le groupe Watapono. Donc, qui est un de nos partenaires importants. Watapono, qui est aussi un invité apprécié de cette émission. Qui est ici aussi. Qui est ici, ouais. Donc, on a un super bon partenariat. On sait qu'ils offrent du contenu qui est not safe for work, on va le dire comme ça, et du contenu qui sont plus grand public. Mais pour nous, d'exclure un volet, je trouve que ça serait un peu hypocrite. Ça fait partie du contenu. Puis, il y a des gens qui apprécient ce contenu-là. Il faut l'encadrer. Entre autres, notre partenaire, on lui a donné des canevas fixes pour son affichage, etc. Pour l'encadrer, je pense qu'il y a de la place pour des panneaux de nuit. Clairement, on peut faire du système de cartes à la porte, avoir un affichage, dire venez à
Nadeshikon la nuit. Mhm. On aura un lot de panels. D'ailleurs, notre invité Watt Tapono va faire 2 panels déjà en soirée. Donc ça, on a du contenu complémentaire à ce contenu-là. Nous, on est ouvert, c'est évident. Il faut bien l'encadrer puis l'indiquer clairement. Puis après ça, Ouais, moi, je suis en discussion avec certains membres du Nadeshiko Club, là, pas le club en entier, mais certains membres qui m'ont approché pour faire du contenu potentiellement de nuit, là, parce qu'ils savent que j'en fais des très bons à chaque année. J'offre le panel I Can't Believe It's on Hentai sur, à l'Otakuton, qui est un panel sur les érotica, parce que vous le savez qu'il y a eu beaucoup d'adaptations dans les années récentes. T'sais, on a eu les Ishizoku Reviewers, on a eu les Redo of Healer qui ont été adaptés. Et certains se demandent, OK, est-ce que c'est pas carrément du hentai? Ben oui, mais non. Donc, tu sais, c'est pas la même chose. Mais le spectre est large, voilà. Donc justement, c'est pour ça que je me disais, si le Nadeshikon offrait ce genre de contenu. L'an dernier, on a mis Euphoria, la série entière de Euphoria, la série hentai dont la programmation de nuit le samedi. On a eu 1400 personnes qui sont venues voir Euphoria, et au point où, tu sais, on a dû couper, genre, fermer la porte, là, parce qu'il y avait plus de place dans la salle de Alt Hentai. Ouais, c'était pas possible. Donc, ouais, pour moi, il y a toujours du potentiel, toujours de quoi à exploiter. Et ben sur ce, je trouve qu'on a fait le tour de Nadeshikon et de qui vous êtes, Jean-Luc. Et sur ça, je vous souhaite une bonne convention avec vous et votre femme et votre fille. Et moi, j'ai hâte de venir à Nadeshikon pour faire ce que je fais ici. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous avez accepté de vous asseoir avec moi. Et je suis sûr que le public a CFA qui est content aussi. Avez-vous un message pour la fin à notre public? oui, ben en fait, on vous invite à venir à notre événement qui est du 10 au 12 avril prochain. Venez. Je vous l'ai dit, moi, mon objectif, c'est que vous repartiez avec le sourire. Donc, si vous n'avez pas le sourire en rentrant, vous ne l'avez pas en sortant, venez me voir. Je vais être en cosplay du président comme ça. On va être content de vous accueillir. Ouais, c'est pas le vrai président, c'est juste un cosplay. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Et bonne journée.